Bienvenue à Contient des spoilers. Aujourd'hui, je vous parle du roman À l'Est d'Éden de John Steinbeck. C'est mon premier roman de John Steinbeck que j'ai lu et le seul à date au moment d'enregistrer ce podcast-là. Et on entend toujours parler des souris et des hommes et les raisins de la colère. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens ont lu un de ces deux livres-là dans un cours de secondaire ou au cégep. C'est ce qu'on me dit tout le temps quand je dis que j'ai lu Steinbeck. Ah, j'ai lu ça au cégep, j'ai lu ça au secondaire. Mais moi, on dirait que je suis toujours tombé sur des profs qui voulaient faire différent. Fait qu'il y a comme plein de classiques que j'ai comme ça, là, que j'ai pas lu. Et j'imagine que c'est resté peut-être un petit peu avec moi, cette idée-là de pas prendre le plus populaire, du moins, de mon point de vue, de ce que j'en sais. Parce que quand j'ai vu À l'Est d'Éden dans une librairie usagée, ça a comme popé que j'avais jamais lu de Steinbeck, puis j'avais le goût d'en lire un autre que les deux plus connus, même si finalement, il est pratiquement aussi connu que les deux autres, et que de ce que j'ai lu sur Internet, ce serait entre autres ce livre-là qui aurait fait pencher la balance en sa faveur quand il a remporté son prix Nobel de littérature en 1962, 10 ans après la publication de À l'Est d'Éden. Donc c'est un gros morceau de la bibliographie de John Steinbeck. Et on va regarder un petit peu là, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui s'est passé avec ce livre-là durant ma lecture. Premièrement, c'est vraiment pas évident de savoir par où commencer parce que j'ai trouvé ce roman-là assez dispersé. Puis je dis pas ça dans un sens négatif et ça m'a pas empêché d'apprécier le livre, mais j'ai l'impression que si j'avais à convaincre quelqu'un de lire ce livre, j'aurais vraiment beaucoup de choix pour mon plaidoyer. On mélange une saga familiale avec une relecture d'un récit biblique. On parle du bien contre le mal, on parle de la réalité de la guerre. Et finalement, l'aspect qui, à mon avis, est le plus intéressant, la découverte et l'acceptation du libre arbitre par les personnages. Aussi, j'ai lu le livre en anglais, mais bon, j'ai fait mes recherches pour trouver des termes utilisés en français le plus possible, mais ça se pourrait que des fois, là, ça soit pas exactement pareil, mais je pense qu'on va se comprendre, là. Salinas puis Salinas. Je l'ai lu, je l'ai pas entendu. mais, donc c'est ça. Le roman couvre beaucoup d'arcs de sujets, beaucoup de sujets puis d'arcs narratifs. Et j'ai écrit un petit résumé juste pour se remettre dedans ensemble et comprendre sur quel aspect je vais parler du livre aujourd'hui. Donc, voici mon court résumé que j'ai rédigé. Adam Trask est né en 1862 au Connecticut et grandit dans une famille aux relations tendues et asymétriques. Pendant que son frère Charles cherche sans cesse l'approbation de leur père Cyrus, celui-ci fait d'Adam son éternel favori, ce qui cause beaucoup de friction au sein de la famille. Dès qu'il atteint l'âge requis, Adam est contraint à s'enrôler dans l'armée et y reste pour une dizaine d'années, puis fait quelques détours avant de venir rejoindre son frère sur la ferme familiale. Alors que Charles s'efforce de maintenir et rendre fertile la terre laissée par leur défunt père, Adam décide de profiter de son héritage et d'aller s'installer dans la vallée de la Salinas, en Californie, afin d'offrir à sa femme et ses futurs enfants une terre où régnera la tranquillité et l'abondance, son propre jardin d'Éden. Le passage du rêve à la dure réalité lui fera comprendre l'importance d'enseigner à ses deux enfants, Caleb et Aaron, que tout n'est pas noir ou blanc et qu'il est possible de tracer son propre chemin. Alors qu'il recrée sous nos yeux l'histoire biblique de Caïn et Abel, Adam Trask et son entourage en font leur propre relecture et tentent de briser le cycle de rivalité entre le bien et le mal qui ronge la famille Trask depuis plusieurs générations. Donc le petit texte que je viens de vous lire, ça me fait à peu près 6 takes, puis c'était la moins pire, parce que le bout, Charles cherche sans cesse l'approbation de leur père Cyrus. Ça a été tough, mais on l'a eu. On l'a eu, non, c'est même pas vrai. Je viens de me réécouter, puis je l'ai pas eu tant que ça, mais ça va être ça. Donc l'appréciation, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. C'est vraiment un livre à citation, là. La manière qu'il amène les idées, autant quand il écrit en tant que lui, comme John Steinbeck, l'auteur, autant qu'il y a des citations des personnages, Samuel, on va y revenir. Il y a tellement de bonnes idées qui sont bien amenées. Puis moi, c'est surtout ça qui m'a gardé accroché. Oui, l'histoire est intéressante, la trame narrative des différentes familles, les comparatifs possibles avec la fameuse histoire de Caïn et Abel, mais c'est vraiment l'évolution de la pensée des personnages par rapport au libre arbitre et au déterminisme qui a guidé ma lecture. J'ai trouvé le niveau de description vraiment approprié pour ce que j'aime. Je comprenais bien j'étais où, l'ambiance, le contexte de l'histoire.
sais, sans décrire la charrette à foin pendant 2 pages, là, style Émile Zola. Ça, un moment donné, 10 pages de le vent qui rentre dans le foin des charrettes au marché de Paris ou de je sais pas quoi. Ça l'a pas fait, ça, quand j'ai lu ça au cégep. Donc, il y avait pas de ça, même si on utilisait... tu sais, par contre, par exemple, beaucoup de chapitres commencent par la météo, qui définit la saison présente, ainsi que le temps qui est passé depuis le dernier chapitre. Tu sais, on comprend, là, quand c'est l'automne, quand c'est l'hiver, quand c'est l'été. Ça amène une espèce de... Une énergie différente au chapitre qu'on s'en va lire. J'ai trouvé que c'était vraiment bien amené. Aussi, on a des personnages mémorables. Cathy Ames et Samuel Hamilton, moi, c'est mes 2 coups de cœur. C'est vraiment un de mes personnages préférés. Et de loin, là, tu sais, Adam, là, comme vraiment neutre, mon affection envers Adam. Pas vraiment attaché plus que ça. Les enfants un peu plus, là, mais pas tant. Et c'est ça, quand je lisais le livre puis que les chapitres de Cathy commençaient, évidemment on l'aime pas, tu sais, mais elle est intéressante. J'avais toujours un petit rush d'adrénaline puis je me disais, ah cool, là, tu sais, on continue son histoire à elle, je veux savoir jusqu'à où elle va aller finalement, tu sais. Et qu'à dire de Samuel, c'est vraiment la force tranquille du livre. Il y a le rôle du sage qui est le héros du livre et à qui le héros doit en quelque sorte succéder, tu sais. Et Cathy et Samuel, vraiment 10 sur 10. La chose qui m'a le plus déçu, je dois dire, c'est que j'ai trouvé que plusieurs sujets ou histoires étaient clos de manière très abrupte et du moins pas à la hauteur de leur importance dans le livre. Par exemple, la mort de Cathy, ça a été un peu une déception. Je comprends la logique utilisée, mais ça me semblait un peu précipité, pas tant justifié. Comme je sentais pas que la boucle était vraiment bouclée. Au niveau du reste de la famille Trask, oui, mais pas pour Cathy. J'ai trouvé que c'était comme pas à la hauteur de son personnage. Je m'attendais à avoir un plus gros bang, tu sais, quelque chose de plus viscéral peut-être, je sais pas. C'est moins venu me chercher que ce que je pensais. Et aussi, là, l'autre affaire que je sais pas pourquoi on dirait... je pense souvent à ce moment-là dans le livre, l'histoire de l'usine à glace. Je sais que c'était comme la prémisse pour la scène où Caleb rend l'argent à Adam, mais soudainement, Adam prend le goût de l'entrepreneuriat de nulle part, puis on n'entend plus jamais parler. Ou presque, là, tu sais. Ça me semblait pas super fidèle au personnage. Mais bon, ça c'était mon point de vue, mais on dirait que j'y passe tout le temps, puis je suis comme, c'était quoi le but déjà de ça? C'était pas clair. Donc, je vais commencer par parler du fameux mot qui survole et qui clôt toute cette saga, le mot Timshel. Donc, un petit récapitulatif là, sur comment on arrive à prendre connaissance de ce mot-là en même temps que les personnages et comment il vient boucler la boucle. Donc, on se rappelle, pendant qu'ils sont à la recherche d'inspiration pour nommer les jumeaux d'Adam, qui sont sans nom depuis leur naissance et depuis que Cathy s'est poussée au village, Samuel va réciter à Adam et Lee l'histoire de Caïn et Abel. Les jumeaux vont désormais porter les noms Caleb et Aaron, un C et un A, comme Caïn et Abel, comme Charles et Adam. Et là, 10 ans vont passer et Lee va revenir vers Samuel et Adam avec une découverte assez intéressante qu'il a faite. Il explique qu'un passage de l'histoire de Caïn et Abel l'avait marqué puis il avait voulu en savoir plus. Il s'agit du passage où Dieu dit à Caïn « Tu pourras vaincre le péché », ce qui est une promesse. Lee trouve dans une autre traduction qui est plutôt écrit que Caïn devra vaincre le péché, ce qui est un ordre. Donc, Lee trouve qu'il y a une grosse différence entre ces deux mots-là et que ça change l'intention de Dieu quant au rôle des humains face au bien et au mal. Et en faisant des recherches, Lee finit par découvrir que le vrai terme utilisé dans la version hébraïque est Timshel, qui se traduit par tu peux. Donc à ce moment-là, Samuel, mais surtout Adam et Lee vont commencer à voir d'un œil différent les chemins que vont emprunter Caleb et Aaron. On nous indique que clairement, Aaron c'est un A, c'est l'enfant sage et bon, alors que Caleb c'est un C, c'est l'enfant mauvais. Et je pense qu'on peut voir que Caleb est vraiment affecté positivement, bien qu'inconsciemment, par la découverte du mot Timshel par Adam et Lee. Il y a quelques scènes où Lee lui dit carrément
qui est pas destiné à succomber à ses pulsions de mal qui a en lui. T'sais, oui, il les a, mais il est pas obligé d'être ça. Puis surtout, la scène où Caleb brille pour pas être méchant, je vais la lire un peu plus tard, là, mais mon Dieu, là, ça, là, les petites émotions qui sont montées, là, c'était ouf. Ça m'a vraiment touché. Puis j'aime ça, justement, les moments de lucidité chez les enfants. Puis ça, c'est un moment très touchant et honnête. Parce que je pense que c'est le genre de pensée qu'un enfant comme Caleb va avoir en privé, mais communiquera jamais avec les autres par peur de se dévoiler puis de devenir vulnérable. Donc déjà, on voyait une différence entre Caleb et Cathy, ou même Charles, et même Cyrus, mais Charles, rappelons-le, qui est peut-être le père des enfants, on sait pas, mais sûrement. Et au final, c'est Aaron qui va souffrir de pas s'être assez remis en question en ignorant volontairement l'identité de sa mère et en se dirigeant vers une vision de plus en plus extrémiste de la vertu. Il se remet pas en question, il remet pas en question sa nature, il finit par être détruit quand il va rencontrer sa mère, parce qu'il est pas prêt à accepter que sa mère soit un être aussi méchant, aussi vil. On se rappelle que c'est quand Adam refuse l'argent récolté par Caleb pour rembourser ses pertes dues à la livraison de laitue, que Caleb va succomber au mal à l'intérieur de lui et amener Aaron voir leur mère. Aaron va ensuite s'enrôler dans l'armée et mourir durant la Première Guerre mondiale, ce qui va causer un AVC chez Adam. Et finalement, on boucle la boucle alors qu'Adam est sur son lit de mort et que Lee le supplie d'absoudre Caleb pour son geste qu'il a posé, qui a poussé Aaron à s'enrôler dans l'armée, recréant le dénouement de la fameuse histoire de Caïn et Abel. On se rappelle qu'ils vont voir Dieu, puis qu'il dit « T'as fait ci, t'as fait ça. T'as poussé ton frère à sa propre destruction. » Alors Adam, devenu plus sage, reconnaît qu'il ne doit pas répliquer les erreurs des générations précédentes en ordonnant à son fils quoi faire, et il va rassembler le peu d'énergie qui lui reste pour prononcer son mot d'adieu, Timshel, offrant ainsi la possibilité à Caleb de se pardonner lui-même et de se délivrer de la malédiction des Trasques. Ça aussi, je l'avais écrit, mais j'ai essayé de le prononcer un peu comme si je le disais. Mais bon. Là, j'ai googlé Timshel après tout ça. J'ai comme fait tout ce petit wrap-up là dans ma tête. J'étais comme, ok, c'est ça que le mot veut dire. C'est ça, sa place dans l'histoire. Parce que je me rappelais que j'avais déjà vu ce mot-là. Et effectivement, c'est une chanson de Mumford & Sons. Donc, c'est là que j'avais entendu ça. Mais quand on tape dans Google, on trouve surtout plusieurs articles qui expliquent que Timshel, ben, ça n'existe pas vraiment finalement. Ça serait une erreur de traduction et d'interprétation de la part de John Steinbeck. Ce qui est assez ironique, sachant que tout ce qu'on vient de dire sur la découverte du mot Timshel dans l'histoire, John Steinbeck s'est inspiré d'un mot en faisant cette erreur-là lui-même aussi, tu sais. Vous pouvez aller lire un peu plus là-dessus sur Google, là, il y a plein d'articles qui en parlent, mais moi, pourquoi je vous en parle, c'est que quand j'ai lu ça, je me disais justement, c'est poche, tu sais, c'est pas vrai que c'est ça, c'est pas la vraie histoire du mot pis des récits bibliques, mais en même temps, John Steinbeck, c'est lui le dieu de son histoire, tu sais. C'est lui qui met les paramètres, pis c'est correct d'inventer une petite clé pour rassembler les éléments de son histoire. Pis ça démontre encore plus son point qui est, c'est toi qui dois te donner le choix. Puis au final, est-ce que c'est pas ça que les personnages font, de dire à Dieu, de faire dire à Dieu ce qu'eux veulent entendre, tu sais? Est-ce que Steinbeck savait ça, qu'il avait mal traduit, mal compris ce mot-là? Est-ce que c'était volontaire de lui donner une autre définition? J'imagine qu'on le saura jamais. De ce que j'ai lu sur lui, ça pourrait coller au personnage, là, ce niveau d'ironie-là. Mais bon, je trouve que ça laisse quand même place à une belle petite interprétation assez méta de ce qu'on vient de lire. Là, j'aimerais lire des passages du livre qui m'ont marqué concernant la relation entre Aaron et sa mère Cathy. Comme je l'ai dit, c'est le mensonge qui a mené à sa mort au final, à Aaron. Et un des moments prémonitoires de ça, c'est quand Cal prend conscience qu'il peut utiliser la relation qu'entretient Aaron avec l'image de sa mère pour lui faire mal. Moi, je l'ai lu en anglais, donc là, je l'ai librement traduit en français. C'est peut-être un sacrilège de faire ça, mais bon, j'ai essayé d'être le plus fidèle que je pouvais. Ça va comme suit.
Cal rangea son nouvel outil. Il pourrait désormais l'utiliser à n'importe quel moment et il savait que c'était l'arme la plus redoutable qu'il avait trouvée. Il allait pouvoir la contempler à sa guise, pouvant juger lui-même quand et comment l'utiliser. Donc, on sent déjà que c'est tangible. On s'attend à ce que ça revienne dans l'histoire. Caleb prend vraiment conscience de ça et il le sait. Il le sait que ça entre dans lui et que cette connaissance-là, c'est une munition pour lui. On commence à placer l'ambiguïté du personnage de Caleb parce qu'à environ 40 pages plus loin, on va avoir la scène où Caleb prie pour pas être méchant, que je vais vous lire tantôt, parce que finalement, je reviens toujours à cette scène-là, parce qu'elle m'a touché. Qu'est-ce que vous voulez? Puis, premièrement, en parallèle à ça, on a le passage suivant qui indique qu'Aaron, de manière semi-consciente, décide de se mentir quand il commence à comprendre que peut-être que son père dit pas toujours la vérité. Encore une traduction libre. Ça va comme suit. Lee avait lentement mais sûrement réussi à placer Adam comme étant le centre, la fondation et l'essence même de la vérité. Aaron secoua la tête, incrédule. Si mon père est un menteur, Lee est un menteur aussi. Il se sentait perdu, il n'avait personne à qui demander. Cal était un menteur, mais la certitude de Lee avait fait de Cal un menteur doué. Aaron sentit que quelque chose devait mourir, sa mère ou son monde. Donc, Aaron décide de fermer les yeux sur l'identité possible de sa mère, et j'ai l'impression que c'est ce qui dirige sa trajectoire. Il va vouloir s'éloigner le plus possible du mal que pourrait représenter sa mère, en devenant de plus en plus extrême dans ses actions, dans le but de devenir le plus vertueux possible, et donc accomplir ce qu'on attend de lui. Mais finalement, c'est ça le danger du mensonge, qui finit toujours par nous rattraper, et plus on attend, plus ça fait mal. Donc, c'était deux passages qui m'avaient vraiment marqué et que seulement en leur transcrivant à la fin de ma lecture, j'ai fait le lien que c'était vraiment deux moments où l'auteur place les pions de sa grande tragédie. Puis, tu sais, même sans voir le lien, j'ai l'impression qu'instinctivement, j'ai reconnu ces passages-là comme étant importants. Puis, pour moi, c'est une grande qualité chez un auteur de réussir à faire ça, tu sais. Donc, il y a la notion de le bien contre le mal qui s'installe depuis le début du livre, finalement. Et pour moi, tout le processus qui permet de découvrir le mot Timshel dans l'histoire, ben ça démontre l'importance du mot juste. C'est un pivot important dans l'histoire, l'introduction de ce mot pour Lee, Samuel et Adam. Et pour moi, c'est ça le noyau de l'histoire. Parce que la traduction d'un texte biblique, personnellement, ça m'affecte pas vraiment. Mais pour eux, ça change leur vie, tu sais. Puis à cause d'un seul mot, et ça pourrait nous arriver à tous dans un autre contexte, mais vraiment leur définition du bien et du mal, ou du moins comment on peut interagir avec le bien et le mal qui se trouve en nous, change complètement. Et moi, c'est ça que j'en ai retenu le plus. Puis, en parlant de trouver le mot juste, c'est qui les deux personnages pour qui la communication, au sens large, est l'arme ultime? Samuel et Cathy. Samuel, qui est le bien à l'état pur, reconnu pour son parler rieur, chaleureux, et qui va dédier sa vie à mettre à profit ses talents afin de répondre aux besoins des autres avant les siens. Et à l'opposé, Cathy, le mal incarné, qui comprend pas l'amour, et pour qui le seul but, c'est d'empêcher qui que ce soit d'avoir le dessus sur elle, peu importe les moyens à utiliser. Et on a le droit au livre... on a le droit dans le livre au clash de ces deux opposés-là, le moment où Samuel est seul dans la chambre avec Cathy pendant qu'elle accouche des jumeaux. C'est comme si Samuel était le seul qui pouvait supporter la noirceur de Cathy à ce moment-là et rester assez fort pour l'encourager. Pour l'accompagner pendant qu'elle donnait naissance aux jumeaux. Et on se rappelle que Samuel va enlever les rideaux de la chambre pour faire pénétrer la lumière, et Cathy, éblouie, affaiblie par toute la lumière, est plus capable de se cacher derrière son personnage froid et distant, et va même jusqu'à attaquer Samuel en le mordant à la main. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment un moment fort et symbolique de l'histoire. Pour moi, c'est le Big Bang de ma réflexion sur ce que je retiens de ce roman-là. Et j'ai un passage ici que j'ai beaucoup aimé, sur le combat entre le bien et le mal. C'est au début d'un chapitre, c'est John Steinbeck qui parle. Il dit « Tout roman, toute poésie est basée sur le combat éternel entre le bien et le mal qui se trouve en nous. Il m'apparaît que le mal doit constamment mourir et renaître, alors que le bien est immortel.
Le vice aura toujours un nouveau visage, alors que le bien est si vénérable que rien ne peut le remplacer. Donc, quand il dit « Il m'apparaît que le mal doit constamment mourir et renaître », et la scène de l'accouchement avec Cathy et Samuel, ben c'est justement ça, tu sais. Le début d'un nouveau combat, un nouveau cycle entre le mal qui va naître avec Caleb et le bien qui va être offert à Aaron. Le dernier thème que je vais aborder, c'est celui du déterminisme contre le libre arbitre. Donc, je vais essayer de pas aller trop large non plus parce que, tu sais, je sais que chaque étape de réflexion sur ce sujet-là peut rediriger vers plusieurs conclusions complètement biaisées et qu'on peut reproduire à l'infini, mais je vais quand même essayer de vous partager mon bourgeon de réflexion qui est arrivé là, après ma lecture. Ce qu'on nous indique, c'est que la famille Trask est destinée à reproduire le pattern de Caïn et Abel, génération après génération. Mais on finit par comprendre que finalement, Caleb ne veut pas se soumettre à cet instinct mauvais à l'intérieur de lui. D'ailleurs, la scène qui m'a le plus marqué et ému, j'arrête pas de vous dire depuis le début, c'est la suivante. Quand Caleb prie pour devenir gentil, il dit Cher Seigneur, dit-il, laissez-moi être comme Aaron. Ne faites pas de moi quelqu'un de méchant, je ne veux pas l'être. Si vous laissez tout le monde m'apprécier, je vous donnerai n'importe quoi, et si je ne l'ai pas, j'irai le chercher. Je ne veux pas être méchant, je ne veux pas être seul. Pour l'amour de Jésus, Amen. Des larmes coulaient sur son visage. Ses muscles étaient tendus et il se concentrait afin qu'on ne l'entende pas pleurer ou renifler. Moi, là, quand j'ai lu ça, comme je disais tantôt, les petites émotions ont monté. Ça m'a vraiment frappé. J'étais comme, ouf. Je sais pas, ça démontre que Caleb, il voit pas le grand portrait de la situation, mais il sait qu'il y a des choses pas correctes qui se passent en dedans de lui, puis qu'il fait, puis il se sent incapable d'y résister. Il y a comme une petite faiblesse dans sa carapace à ce moment-là, puis il sait que ça va revenir. C'est vraiment lucide et vulnérable, puis on sent que ça va et vient en dedans de lui, puis qu'il cherche une façon de s'accrocher avant que ce feeling-là parte. Son sentiment d'espoir de changer. Il sait qu'il peut recommencer à subir son mal intérieur à n'importe quel moment. Et cette utilisation de la prière par Caleb, je pense que c'est le seul moment de tout le livre où un personnage prie. Ça me fait penser à comment, des fois, on associe le déterminisme à être de mauvaise foi et qu'on va associer le libre arbitre à être de bonne foi. En voulant dire, tu sais, t'es déterministe, t'es pessimiste. On peut rien faire pour ça, tu sais. Alors que quand on dit, le libre arbitre, c'est plus, on peut faire ce qu'on veut, on va y arriver, on est capable, ça dépend juste de notre volonté. Donc, la prière, c'est Caleb qui veut démontrer qu'il est de bonne foi. Même s'il voit pas le bout du tunnel encore, il veut changer. Puis là, en voulant écrire le podcast, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment je veux absorber le récit de Steinbeck pour enrichir ma position face à ça. Tu sais, c'est juste un livre. Je pourrais me dire, ok, c'était juste un bon divertissement, mais clairement, le livre a eu un certain impact sur moi. Puis j'essaie constamment de voir, pas vraiment ce que ça m'apprend, mais plutôt qu'est-ce que ça vient mettre en surbrillance dans ce que je sais déjà. Parce que moi, je suis assez team déterminisme, mais je pense pas que c'est un absolu. Mais je tends beaucoup vers ça. Et je crois que ce que j'en ai retiré, c'est que peu importe le bord duquel on est, la plus grande richesse qu'on peut en retirer, c'est de savoir quand être flexible. Si on revient au roman, clairement, il y a le message que c'est possible de tromper le destin, mais en même temps, Aaron a suivi son destin puis il en est mort. Mais aussi, il s'est jamais vraiment questionné sur son destin. Donc au final, la leçon, c'est peut-être juste de s'écouter. Puis ça, je pense que je peux prendre ça comme une réponse à la question « Qu'est-ce que j'en retire? » t'sais. Mais ça, c'est mon interprétation. Et même que j'ai l'impression de faire exactement la même chose que lit Samuel et Adam, c'est-à-dire jouer sur les mots de l'auteur pour lui prêter les meilleures intentions et que ça fasse mon affaire au final. Donc, voilà, ça couvre ce que je voulais partager avec vous. Je me rends compte que d'avoir eu à verbaliser tout ça pour faire cet épisode-là, j'ai l'impression que c'est comme ça que le roman a vraiment laissé son empreinte sur moi. Donc, j'espère que ça vous a plu, mais surtout, encore plus important, je peux vous dire que ça m'a grandement plu. Ça m'a beaucoup aidé à vraiment ancrer mon expérience. Et merci pour votre écoute. À la prochaine.